Bonjour à tous. Alors, je viens vous parler du livre qui sera l'objet de nos échanges le dimanche 14 janvier à 19h30 heure de France. Le livre pour le club de lecture, La Tresse de Laetitia Colombani. C'est un livre qui avait été proposé par Mélis il y a déjà très longtemps et aujourd'hui, nous avons choisi d'en parler le 14 janvier prochain. Alors, c'est un livre qui est facile à lire. Bonne nouvelle, en plus, il y a une youtubeuse qui le lit entièrement, donc il est accessible en audio gratuitement sur YouTube. Donc, bonne nouvelle, pas besoin de l'acheter. Mais pour ceux qui aiment avoir le livre papier, voilà, moi je l'ai acheté. Alors, c'est un livre qui raconte trois histoires de femmes dans trois pays différents. En Inde, donc en Inde, là on imagine que c'est Smita et sa fille Lalita. Aussi au Canada et en Sicile, en Italie. Donc, trois histoires de femmes, bien sûr, qui ont plein de points communs. Donc, pour moi, ce livre pourrait avoir les chapitres dans tous les pays du monde, parce que tout simplement, ça parle de la situation des femmes dans tous les pays. Et dans tous les pays du monde, il y a du sexisme. Aucun pays n'est épargné par cette situation par la condition féminine. Alors bien sûr, elle est plus ou moins grave, elle est plus ou moins visible selon les pays, mais elle existe partout. Donc, je vais vous lire, voilà, je vais vous lire le premier, peut-être le premier chapitre qui parle de Smita. Et aussi, il y a un livre, le livre, pardon, a été adapté au cinéma, mais par l'autrice elle-même qui est également réalisatrice. Donc, j'ai vu la bande-annonce, je n'ai pas été voir le film, mais c'est vrai que la bande-annonce m'a donné vraiment l'impression que on reprenait tel quel le film, mais comme c'est l'autrice qui est également la réalisatrice, c'est un petit peu logique de retrouver ça. Sous la vidéo, je vous mettrai à la fois la youtubeuse qui lit le livre et je vous mettrai aussi le lien pour la bande-annonce, the trailer en anglais, la bande-annonce. Ok, donc un livre que je vous recommande parce qu'il n'est pas difficile à lire et il concerne tout le monde, il concerne toute la planète, tous les êtres humains et la moitié de l'humanité, à savoir les femmes, mais normalement, il est censé concerner tout le monde, tous les êtres humains. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois aussi, elle reprend les termes utilisés dans le pays, et donc elle va mettre en italique les termes. Alors, bien évidemment, quand on parle de l'Inde, ben, ça ne veut pas dire que c'est la vie de toutes les Indiennes. Par exemple, Smita est une intouchable. Alors, intouchable n'est pas le terme c'est pas un terme qui existe dans l'hindouisme, dans l'hindouisme, mais c'est une Dalit. Vous savez, ce sont euh, ces castes, alors que bien évidemment, la discrimination est interdite, mais ce sont encore des castes dans certaines régions d'Inde qui sont considérées comme impures et à qui on va donner les travaux qu'on ne veut pas faire. Ramasser la merde. Alors, j'utilise le terme à dessein. Ramasser, vider les latrines dans les endroits où il n'y a pas de toilettes. Donc, les femmes s'occupent de ça. Bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est le cas de toutes, de toutes les femmes indiennes, hein, mais c'est une réalité dans certains villages et dans certaines régions de l'Inde. Et aussi, on sait qu'au Rajasthan, il y a des milliers et des milliers de petits bébés qui sont tués et enterrés parce qu'elles sont des filles.
C'est une réalité, ça existe. Mais comme en France, il existe aussi des gens qui dorment dehors. Voilà, et c'est pas la réalité de tous les Français, mais ça existe. Voilà, alors on va commencer, ce sera plus simple. Smita, donc là c'est l'indienne qui est considérée comme intouchable, une Dalit, donc la caste des impurs qu'il ne faut pas toucher, même si la loi dit le contraire. Village de Badlapur, Uttar Pradesh, Inde. Donc on est plutôt du côté de Bombay, donc dans le nord-ouest de l'Inde. Smita s'éveille avec un sentiment étrange, une urgence douce, un papillon inédit dans le ventre. Aujourd'hui est une journée dont elle se souviendra toute sa vie. Aujourd'hui, sa fille va rentrer à l'école. À l'école, Smita n'y a jamais mis les pieds. Ici, à Badlapur, pardon, les gens comme elle n'y vont pas. Smita est une Dalit, intouchable, de ceux que Gandhi appelait les enfants de Dieu, hors caste, hors système, hors tout, une espèce à part, jugée trop impure pour se mêler aux autres, un rebut indigne qu'on prend soin d'écarter, comme on sépare le bon grain de l'ivraie. Comme Smita, ils sont des millions à vivre en dehors des villages de la société, à la périphérie de l'humanité. Tous les matins, c'est le même rituel. À la manière d'un disque rayé rejoint à l'infini une symphonie infernale, Smita s'éveille dans la cahute qui lui sert de maison, près des champs cultivés par les Jats. Elle lave son linge, elle lave son visage, elle ne lave pas son linge, elle lave son visage et ses pieds à l'eau rapportée la veille du puits. Le puits, c'est a well du puits. Donc, hein, le puits, on va chercher l'eau du puits. Donc, elle lave son visage et ses pieds à l'eau rapportée la veille du puits, celui qui leur est réservé. Pas question de toucher à l'autre, celui des castes supérieures, pourtant proche et plus accessible. Certains sont morts pour moins que ça. Elle se prépare, coiffe Lalita, embrasse Nagarajan. Donc, Lalita, c'est sa fille qui va aller à l'école et Nagarajan, c'est son mari. Puis, elle prend son panier de joncs tressés. Le jonc, c'est une plante, donc les tiges de cette plante, et on peut fabriquer des paniers avec. Donc, puis, elle prend son panier de joncs tressés, ce panier que sa mère portait avant elle et qui lui donne des hauts le cœur rien qu'à le regarder. Ce panier a l'odeur tenace, âcre et indélébile qu'elle porte toute la journée comme on porte une croix, un fardeau honteux, un fardeau, a burden. Et donc, haut le cœur, ça veut dire je vais vomir. J'ai des hauts le cœur, c'est que j'ai un peu la nausée, je crois que je vais vomir. Ce panier, c'est son calvaire, une malédiction, une punition, quelque chose qu'elle a dû faire dans une vie antérieure. Il faut payer, expier. Après toute cette vie, après tout, après tout, cette vie n'a plus d'importance que les précédentes, ni les suivantes. C'est juste une vie parmi les autres, disait sa mère. C'est ainsi, c'est la sienne. C'est son dharma, son devoir, sa place dans le monde. Voilà, le dharma dans l'hindouisme, le bouddhisme, c'est la loi, hein, c'est la loi, c'est une loi. Donc là, en italique, elle met le terme utilisé en Inde, le dharma. Un métier qui se transmet de mère en fille depuis des générations.
Scavenger en anglais, le terme signifie extracteur, un mot pudique pour désigner une réalité qui ne l'est pas. Ce que fait Smita, il n'y a pas de mot pour le décrire, elle ramasse la merde des autres à main nue toute la journée. Elle avait 6 ans, l'âge de Lalita aujourd'hui, quand sa mère l'a emmenée pour la première fois. Regarde, après tu feras. Smita se souvient de l'odeur qui l'avait assailli aussi violemment qu'un essaim de guêpe, une odeur insoutenable, inhumaine. Elle avait vomi au bord de la route. Tu t'y habitueras, tu t'habitueras, avait dit sa mère. Elle avait menti. On ne s'habitue pas. Smita a appris à retenir son souffle comme sa respiration, hein, breath, son souffle, à vivre en apnée. Il faut respirer, a dit le docteur du village. Voyez comme vous toussez, il faut manger. L'appétit, ça fait longtemps que Smita l'a perdu. Elle ne se souvient plus comment c'est d'avoir faim. Elle mange peu, le strict minimum, une poignée de riz délayée dans de l'eau qu'elle impose chaque jour à son corps défendant. Donc voilà, alors c'est aussi intéressant parce que dans tous les pays du monde, voilà, c'est quand c'est le soin dans l'intimité, ramasser le caca, c'est souvent les femmes, plus les femmes. Par exemple, ça va être plus des aides-soignantes, des infirmières à l'hôpital que les médecins. Là, chez les Dalits, ce sont plus les femmes qui vont s'occuper des latrines, a priori. Alors, on va continuer avec Giulia. Là, on est en Sicile, en Italie, à Palerme. Giulia est la fille d'un père qui a fondé un atelier qui va fabriquer des perruques, qui récupère les cheveux des Siciliens pour après en faire des postiches ou des perruques. Et c'est une tradition sicilienne qui s'appelle la cascatola. Donc, on est dans un autre univers. Là, on revient en Europe. Hein. À chaque fois, les chapitres sont consacrés à l'une des 3 héroïnes, Smita en Inde, Giulia en Sicile et Sarah au Canada. Donc là, c'est Giulia. Voilà près d'un siècle que sa famille, donc la famille de Giulia, vit dans la cascatola, cette coutume sicilienne ancestrale qui consiste à garder les cheveux qui tombent ou que l'on coupe pour en faire des postiches ou perruques. Fondée en 1926 par l'arrière-grand-père de Giulia, l'atelier Lanfredi est le dernier de ce type à Palerme. Il compte une dizaine d'ouvrières spécialisées qui démêlent, lavent et traitent des mèches. Voilà, par exemple, ça c'est une mèche de cheveux, des mèches envoyées ensuite en Italie et dans toute l'Europe. Le jour de ses 16 ans, Giulia a choisi de quitter le lycée pour rejoindre son père à l'atelier. Élève douée selon ses professeurs, surtout celui d'italien, qui l'incitait à continuer, elle aurait pu faire des études, entrer à l'université. Mais il était pour elle impensable de changer de voie. Plus qu'une tradition, les cheveux sont une passion chez les Lanfredi, qui se transmet de génération en génération. Étrangement, les sœurs de Giulia n'ont pas manifesté d'intérêt pour le métier, et elle est la seule des filles Lanfredi à s'y consacrer. Francesca s'est mariée jeune et ne travaille pas. Elle a 4 enfants aujourd'hui. Adela, la cadette, est encore au lycée et se destine au métier de la mode et au mannequinat. Tout plutôt que la voix de ses parents. Pour les commandes spécialisées, les couleurs difficiles à trouver, le papa a un secret, une formule héritée de son père et de son grand-père avant lui, à base de produits naturels dont il ne dit jamais le nom. Cette formule, il l'a transmise à Giulia.
Il l'emmène souvent sur le toit dans son laboratorio, donc le terme italien, nous c'est le laboratoire, dans son laboratorio, comme il l'appelle. De là-haut, on peut voir la mer et de l'autre côté, le Monte Pellegrino. Vêtu d'une blouse blanche qui le fait ressembler à un professeur de chimie, Pietro fait fait bouillir de grands seaux pour pratiquer les retouches. Il sait comment décolorer les cheveux et les reteindre, peut-être, les reteindre ensuite sans que la couleur passe au lavage. Giulia le regarde faire des heures durant, attentive au moindre de ses mouvements. Son père surveille ses cheveux comme la mamma se pasta. Donc là, on a le cliché de la mamma italienne qui prépare ses pâtes. Il les remue à l'aide d'une cuillère en bois, les laisse reposer avant d'y revenir inlassablement. Il y a de la patience, de la rigueur, de l'amour aussi dans ce soin qu'il prend d'eux. Donc eux, ce sont les cheveux. Il se plaît à dire qu'un jour ses cheveux seront portés et méritent le plus grand respect. Giulia se prend parfois à rêver aux femmes à qui les perruques sont destinées. Les hommes ici ne sont pas enclins à porter des postiches. Ils sont trop fiers, trop attachés à une certaine idée de leur virilité. Voilà, donc après, bien évidemment, ça continue sur l'atelier qui fabrique ses postiches et ses perruques. Et on comprend que Giulia, eh bien, en fait, elle ne fait pas ce qu'elle souhaite faire, mais elle fait les choses plus par devoir pour faire plaisir. C'est aussi une construction sociale. Beaucoup de petites filles sont entraînées à être sympa, à être gentilles, à faire plaisir, hein. Donc, on peut voir même en bas âge la différence de réaction des filles et des garçons par rapport à certaines choses et puis bien sûr aussi à l'âge adulte. Donc là, on devine, c'est pas forcément un livre à suspense, hein, parce que on devine juste avec la couverture où on voit les cheveux, hein, Smita en Inde avec sa fille Lalita qui s'occupe des cheveux. Là, tout de suite, on comprend qu'on est en Sicile avec quelqu'un qui va faire des perruques. Donc, on fait tout de suite le lien, the link. On se doute de ce qui va se passer. Et bien sûr, après, on va aller au Canada et on va retrouver Sarah. Alors, on arrive au Canada, à Montréal, avec Sarah. Sarah qui est une avocate. Sarah vient de tomber dans la salle du tribunal au milieu d'une plaidoirie. Elle s'est d'abord interrompue, le souffle court, hein, le souffle court, hein, c'est comme la respiration, le souffle court, regardant autour d'elle comme si, soudain, elle ne savait plus où elle était. Elle a tenté de reprendre le fil de son argumentaire, malgré la pâleur de son teint et le tremblement de ses mains, qui seuls trahissaient son malaise. Puis, sa vue s'est brouillée, son champ de vision obscurci, son souffle est devenu court, son rythme cardiaque s'est ralenti, le sang a quitté son visage, comme une rivière abandonnant son lit. Sarah s'est effondrée sur elle-même, à la manière des tours jumelles du World Trade Center, qu'on disait inébranlables. Sa chute s'est faite en silence. Elle n'a pas protesté, n'a pas appelé à l'aide, elle s'est écroulée sans un bruit, comme un château de cartes, presque avec grâce. Oui, donc je sais qu'en anglais vous dites house of cards,
Mais nous, on dit a castle of cards, un château de cartes. Lorsqu'elle rouvre les yeux, un homme est penché sur elle, vêtu d'un uniforme de pompier, hein, un pompier fireman, un pompier. Vous avez fait un malaise, madame, on vous emmène à l'hôpital. L'homme a dit « Madame !» Sarah est en train de reprendre conscience, mais le détail ne lui échappe pas. Elle déteste qu'on lui donne du « Madame ». Le mot plaque sur elle comme une gifle. Au cabinet, tous le savent. On l'appelle maître ou mademoiselle, jamais madame, hein. Nous, c'est vrai, les avocats, on les appelle maîtres. 2 fois mariée, 2 fois divorcée, les effets s'annulent. Et puis Sarah l'exècre, ce mot qui signifie « Vous n'êtes plus une jeune femme, une demoiselle, vous êtes passée dans la catégorie d'après ». Elle hait ces questionnaires où il faut cocher la tranche d'âge à laquelle on appartient. Il a fallu renoncer à la séduisante tranche des 30-39 ans pour passer à celle moins attrayante des 40-49 ans. La quarantaine, Sarah ne l'a pas vue venir. Pourtant, elle a bien eu 38 ans. Elle a même eu 39. Mais 40, donc vraiment, elle ne s'y attendait pas. Elle ne pensait pas que cela viendrait si vite. Personne n'est jeune après 40 ans. Elle se souvient de cette phrase de Coco Chanel lue dans un magazine qu'elle avait aussitôt refermé. Elle n'avait pas pris le temps de lire la suite. Mais on peut être irrésistible à tout âge. Alors, allez, je vais continuer un petit peu. Mademoiselle, Sarah corrige immédiatement en se redressant. Elle tente de se lever, mais le pompier l'arrête d'un geste à la fois doux et autoritaire. Elle proteste, évoque le dossier qu'elle était en train de plaider, une affaire urgente de la première importance, comme elles le sont toujours. Vous vous êtes coupé en tombant. On doit vous faire des points, hein. On doit faire des points, donc coudre, on appelle ça des points de suture. À côté d'elle se tient Inès, la collaboratrice qu'elle a recrutée et qui l'assiste dans ses dossiers. La jeune femme l'informe que l'audience a été reportée, postpone, elle a été reportée, l'audience du tribunal. Elle vient d'appeler le cabinet pour décaler ses rendez-vous suivants. Comme toujours, Inès est réactive, efficace, en un mot, parfaite. Elle semble inquiète pour Sarah, propose de l'accompagner à l'hôpital, mais celle-ci préfère la renvoyer au cabinet. Elle sera plus utile là-bas pour préparer l'assignation du lendemain. Tandis qu'elle patiente dans le service des urgences du CHUM, alors ça c'est un terme québécois qui signifie un homme, un gars, hein, comme on dirait nous, un gars en français, en français de France. Mais en québécois, ils disent mon chum, ça veut dire mon mec, mon gars, mon copain ou l'homme. Voilà, donc là, elle parle, je pense, service des urgences du chum. Je pense qu'elle parle peut-être soit du pompier ou. En tout cas, elle parle d'un homme. Tandis qu'elle patiente dans les services des urgences du chum, Sarah songe qu'en dépit de son nom charmant qui évoque ici un ou une petite amie et connote une relation amoureuse, le CHU, donc de Montréal, CHU, ça veut dire Centre Hospitalier Universitaire. Le CHU de Montréal n'a rien d'attrayant. Elle finit par se lever pour s'en aller. Elle n'a pas l'intention de patienter 2 heures pour 3 points sur le front. Ah, c'est sur le front, c'est pas sur la main, sur le front. Un simple pansement, un pansement, a bandage, un simple pansement suffira. Elle doit retourner travailler. Un médecin la rattrape, la fait rasseoir. Donc, asseoir, rasseoir, on est assis et on s'assoit une autre fois, on se rassoit. Elle doit attendre d'être examinée.
Sarah proteste, mais n'a d'autre choix que d'obtempérer. L'interne, hein, donc ça veut dire le médecin interne, qui l'ausculte, donc ça veut dire examiner, qui l'examine. L'interne qui l'ausculte enfin a les mains longues et fines. Il a l'air concentré, il lui pose de nombreuses questions auxquelles Sarah répond de façon laconique. Elle ne saisit pas l'intérêt de tout cela. Elle va bien, elle le répète. Mais l'interne poursuit son examen à contre-cœur, comme une suspecte à laquelle on arracherait des aveux. Elle finit par l'admettre. Oui, elle est fatiguée en ce moment. Comment ne pas l'être lorsqu'on a 3 enfants, une maison à tenir, un frigo à remplir, en plus d'un travail à plein temps? Voilà, donc on est sur ces 3 situations où il y a une grande charge mentale et en gros, on ne fait pas les choses qu'on a peut-être vraiment choisies, mais peut-être pour un conditionnement de la société, de la famille, de la culture, mais on ne choisit pas vraiment sa vie. Et ça peut être le cas de beaucoup de femmes. Et aussi, c'est vrai que ça peut être, en tout cas, j'ai trouvé que ça pourrait être complètement intéressant de faire le même livre, avec, tous les pays du monde. Parce qu'on peut vraiment faire la même chose et raconter des histoires dans tous les pays du monde à partir de faits réels. Parce que tout ce qu'elle évoque, ce sont des faits réels. Hein, la cascatura, c'est une réalité, c'est une tradition sicilienne. La femme avocate, qui va faire un burn-out, qui va entrer en dépression, c'est aussi un classique. Qui est seule à gérer ses 3 enfants en plus du travail, avec une charge mentale incroyable, c'est un classique. La femme Smita Dalit, il y a encore des femmes, bien sûr, en Inde, qui vivent ça, c'est une réalité. Je crois avoir vu qu'il y a encore plus de 2 millions de femmes qui meurent, qui meurent en Inde, et notamment par rapport aux infanticides de petites filles. Tout ça, ce sont des réalités de maintenant, en 2023, en 2024. Voilà, donc je vous recommande, je vous conseille de lire ce livre parce qu'il n'est pas difficile à lire. Et puis, il nous rappelle que vraiment, l'égalité n'est pas du tout là. Donc, elle n'est toujours pas présente. Et puis, on peut tous s'interroger sur est-ce que nous pensons vraiment par nous-mêmes? Est-ce que nous faisons vraiment nos choix? Ou tout ça n'est-il pas complètement conditionné? Ah ah! Telle est la question. Donc, si vous avez envie de participer au club de lecture pour parler de La Tresse de Laetitia Colombani, eh bien, ce sera le dimanche 14 janvier à 19h30 heure de France. C'est à peu près, oui, c'est pas à peu près, c'est 10h30, ça correspond à 10h30 dans l'ouest des États-Unis, à 13h30, donc 1:30 p.m. dans l'est des États-Unis. Après, en Europe, c'est peut-être 1 heure ou 2 heures de différence avec la France. Voilà, donc vous me dites si ça vous intéresse et on se retrouve le dimanche 14 janvier. Plein de bonnes choses à vous, plein de bonnes lectures et à bientôt. Au revoir.